Merci. Bonjour à tous. Voilà, on est réunis aujourd'hui pour traiter des innovations digitales utiles pour le business, avec un focus sur tout ce qui est relations clients et business, front et back office. Cette session se déroule avec Micropole Wide et on a le plaisir d'accueillir Jérôme Malzac et Michael Tsakiris. Jérôme est chez Micropole, Michael est chez Wide. Ce que je Bonjour. propose, voilà, merci. Ce que je propose avant de commencer, c'est juste de reprendre deux points qui sont importants parce que ça boucle au fait la session. Le premier point, c'est de vous demander de noter parmi les 10 innovations qu'on va vous présenter, celles qui vous semblent les plus pertinentes, les plus utiles, les plus prégnantes pour vos business. Donc au fil de l'eau, si avec un stylo, vous pouvez noter, son numéroté 1, de 1 à 10, parce qu'on reviendra dessus à la fin, on fera un mini-sondage. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais prendre des questions au fil de l'eau. Je ne vais pas attendre la fin de la session pour prendre des questions, tout simplement parce que vous n'oserez probablement plus poser les questions une fois qu'on sera arrivé à la fin sur les premières innovations présentées. Donc n'hésitez pas. Voilà, les questions se passent par le chat, elles se passent par écrit du coup, et elles me sont remontées, et on a à chaque fois 1 minute 30 pour prendre des questions sur chacune des innovations. Voilà. Ce que voilà pour le déroulé. Ce que je propose, du coup, Jérôme, c'est de démarrer. On démarre avec le premier sujet qui est le Flex Office. Jérôme, est-ce que tu peux nous détailler ce qui a changé fondamentalement avec la période Covid, Oui, voilà, notamment sur le Flex Office? avec plaisir. Bah, écoute, effectivement, la crise sanitaire qu'on vit depuis l'année dernière a eu un mérite. C'est de nous permettre de découvrir une capacité à nous adapter, je trouve, en trouvant une nouvelle place de bureau, mais chez nous. Et finalement, que ce soit dans la cuisine ou dans la salle de bain, une chose est certaine, c'est que la pandémie nous aura forcé, on va dire, à innover dans notre façon de travailler. Et ce qui est important, c'est que c'est aussi le cas des entreprises, finalement, à l'heure du Covid. Moins de bureaux, plus forcément de place attitrée. Il va donc falloir, pour elles, trouver des solutions qui répondent à cette situation. Et d'ailleurs, quand on regarde les derniers sondages, 60% des entreprises disent que le flex office va permettre une meilleure expérience pour leurs collaborateurs. 43% imaginent utiliser le flex office aussi pour réaménager l'espace, notamment avec des espaces de convivialité, des salles de réunion un peu réaménagées. Et pour 77% d'entre elles, c'est une réduction de coûts. Et à contrario, quand on regarde les collaborateurs, leur vision du télétravail, pour 55% des sondés, ils étaient contents de revenir travailler, ou ils sont contents après une longue période de télétravail de revenir pour revoir les collègues. Ils en ont marre des mails et de la visio, comme on est en train de faire un peu aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un paradigme à gérer sur ces sujets de télétravail. Je ne sais pas si vous avez assisté au CES cette année, ce fameux CES si particulier. J'espère que vivement qu'on revienne à une édition un peu plus classique. Bref, moi, ce que j'ai vu en tout cas au CES cette année, c'est de nombreuses startups et de solutions qu'on n'avait pas vues les années précédentes forcément, et qui justement faisaient le focus pour aider les entreprises dans ces nouvelles habitudes de travail, avec des solutions plus collaboratives et surtout ultra sécurisées. On avait des solutions de cryptage, notamment quand on travaille à la maison, on va utiliser son Wi-Fi, la box de son opérateur. C'est pas aussi sécurisé que le Wi-Fi ou le réseau d'entreprise. Donc, vous avez des entreprises qui sont des startups qui sont lancées sur plutôt que d'utiliser un VPN pour certaines entreprises, ça peut être coûteux, long à mettre en place, l'utilisation de petits boîtiers qui vont encrypter entièrement le flux réseau entre deux PC de collaborateurs. Moi, j'ai pas mal vu aussi de solutions qui étaient là pour trouver des façons de gérer le flex office le plus souplement possible pour les collaborateurs quand ils étaient en présentiel en entreprise. Et puis, il y a des startups qui ont poussé le principe du collaboratif et du télétravail, mais vraiment jusqu'au bout. Là, vous avez Spatial.io. Leur idée, c'est de mettre un avatar de vos collègues chez vous. Donc, vous prenez votre portable et puis vous asseyez votre collègue sur votre fauteuil et vous pouvez faire votre visio comme ça avec l'avatar de votre collègue au travers de votre smartphone. Vous pouvez vivre des moments de convivialité avec, comme un peu vous faites autour de la machine à café quand vous êtes dans les locaux, avec tous vos collègues sous forme d'avatar. Et puis deux autres exemples, Gazer et Kumo Space. Là, on est plus dans des solutions, on va dire, de collaboration. En fait, on peut recréer le plateau, on peut recréer l'espace du bureau et puis se déplacer comme ça, se déplacer son petit bonhomme sur la carte pour aller dans le bureau de son collègue. Et au moment où vous tapez virtuellement sur la porte, la caméra de votre collègue s'affiche et vous pouvez comme ça chatter avec eux de façon conviviale. Alors, on est plus proche de la mise en forme, la type Minecraft, c'est très gaming, mais bon,
Voilà, c'est un moyen de recréer en tout cas du lien quand on est en télétravail. En tout cas, ce qui est important de retenir, je pense, c'est que les entreprises doivent impérativement prendre en compte ces sujets, tout simplement dans une logique de performance et de bien-être de leurs collaborateurs. Ce sera forcément un levier d'efficacité, donc de business pour cette année 2021. Merci Jérôme. Mickaël, on enchaîne avec tout ce qui est Figital et Connected Store. Est-ce que tu peux, sur ce périmètre-là, nous dire ce qui va changer dans la période post-Covid, qu'on espère être proche? Oui, alors j'ai appelé cet item réinventer l'expérience retail. Effectivement, même si c'est enfoncer les portes ouvertes que de le dire, parce qu'on le dit depuis quand même des années maintenant. La crise qu'on a traversée a des impacts et a fondamentalement accéléré certains changements qui étaient en cours. Ces changements, ils sont ce qui a été très visible, c'est l'essor chez tout le monde du e-commerce et l'énorme impact et l'énorme place que l'activité du commerce en ligne a pris chez l'ensemble des acteurs économiques et des marques en particulier. Et dans une espèce d'optique on parle d'omnicanal depuis maintenant presque 10 ans. Aujourd'hui, l'omnicanal, il s'est un petit peu inversé. Et dans une optique d'omnicanal inversé, voire unifié, le point de vente, finalement, tend à devenir, pour partie, un complément. Le point de vente physique, tend à devenir une espèce de partie, un complément de l'expérience en ligne, pour être parfois un temple de l'expérience, parfois un point juste de collecte d'un achat qu'on a fait en ligne. Mais on a quand même aussi, et notamment sur certaines marques dans les industries de la mode, par exemple, ou des biens de consommation ou du luxe, on a quand même une volonté des marques de réinvestir le point de vente pour recréer de la valeur, continuer à créer de la valeur et se demander comment justement on peut inscrire le point de vente physique dans un parcours client complet, sans friction. C'est le mot, un mot important à retenir aujourd'hui, une expérience sans friction entre la découverte en ligne et puis l'expérience physique. Et dedans, on peut parler indistinctement de check-in avec un smartphone et on verra ce qu'on peut faire d'un check-in dans une boutique avec son smartphone, de paiement sans contact qui est une des zones très importantes, en tout cas un temps fort très important de la vente qui peut se gérer aujourd'hui d'une manière beaucoup plus douce, et puis aussi des choses qui viennent augmenter l'expérience comme les miroirs et les cabines connectées. Je voulais faire un focus sur deux petits exemples. Il y a Farfetch, qui est une énorme plateforme de e-commerce pour l'industrie du luxe, travaille depuis quelques années sur Store of the Future, qui est une itération, en fait, qui est un laboratoire de tests, mais aussi d'industrialisation de certaines pratiques très avant-gardistes. Il travaille notamment beaucoup avec Chanel en ce moment sur la redéfinition du rôle des boutiques physiques. Et par exemple, ils ont un principe comme ça de cintres connectés et de portants connectés qui permettent à un client qui est identifié avec son smartphone dans la boutique, à partir du moment où il se saisit d'un produit, où il touche un produit, il le sort du portant via un système de RFID et d'ultrasons. Le produit est à la fois ajouté sur un miroir intelligent avec toute une série d'options qu'on va pouvoir que le client va pouvoir dérouler, des options de taille, des options de stock, des options de préférence, et croiser ça avec de la vente de la vente croisée et des recommandations. Et puis aussi recevoir directement ça sur son smartphone pour faire une espèce de wishlist de shopping physique sur son smartphone. Une deuxième initiative, ce sont des hologrammes interactifs qui permettent là à l'utilisateur d'accéder à une borne et de configurer en tout cas d'afficher un certain nombre d'options sur des produits qu'il va pouvoir voir à l'échelle 1 ou à l'échelle un peu plus grande sur une borne holographique. Donc, il va pouvoir tourner autour et vraiment avoir un rendu le plus immersif et le plus réel possible. Donc voilà, ça c'est typiquement deux types d'initiatives qui sont assez remarquables et qui apportent de la valeur. On peut parler notamment d'une initiative très récente qui est en train d'être implémentée chez Cartier, au sein des boutiques Cartier, pour, à travers des hologrammes interactifs comme ça, montrer des pièces qui, typiquement, la haute joaillerie, sont des pièces uniques, montrer ces pièces dans un certain nombre de boutiques qui ne les ont pas,
à des clients et pouvoir leur proposer un certain nombre d'options, de configurations. Mais on peut appliquer ça à plein de choses, montrer des stocks qui n'existent pas, des produits ou des variations de produits en taille, en couleur, en modèle, qui ne sont pas forcément physiquement dans la boutique. Donc, c'est un peu tout ça aussi, la réinvention du retail, c'est redonner de la valeur au point de vente physique. J'ai trouvé, si je peux me permettre aussi, cette année au CES, une start-up qui permet de faire de la projection holographique, mais sur les produits directement. C'est-à-dire que tu prends une basket blanche et tu viens projeter de façon en hologramme sur ta basket blanche directement. Du 3D mapping. Oui, c'est ça. Et il y a pas mal d'initiatives, de plus en plus d'initiatives là-dedans pour vraiment enchanter un petit peu l'expérience en magasin. Exactement. On a une question en chat, donc c'est Lorraine qui pose la question de savoir si c'est réservé plutôt au luxe, au secteur du luxe. C'est réservé. Alors, c'est réservé. Pour l'instant, il y a pas mal d'initiatives qui sont portées par les marques des secteurs du luxe, de la mode, pas que du luxe, mais de la mode, des biens de tout ce qui se porte. Mais il y a aussi le secteur automobile qui est concerné par ce type de dispositif. En réalité, on est vraiment au tout début de tout ça. Après, c'est des choses qui ont aussi autant vocation à faire du commerce directement dans la boutique qu'à faire de l'image et à créer de l'expérience un petit peu waouh. Donc effectivement, les marques de luxe, par définition, ont dans leur ADN la capacité et l'obligation presque de produire de l'expérience comme ça et d'immerger leur public et leurs clients au sein de contenus à très forte valeur émotionnelle pour starifier les produits. Merci Michael. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas donc, par le chat. J'en vois pas d'autres. Donc on enchaîne sur la blockchain. Donc on a beaucoup parlé de la blockchain, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Les usages viennent au fil de l'eau. On parle beaucoup du Bitcoin, mais est-ce que derrière cette révolution, il y a d'autres usages dont tu peux nous faire part, Jérôme? Oui, tout à fait. Alors, la blockchain, c'est exactement la représentation que vous voyez à l'écran. C'est un énorme iceberg. On a de blockchain que la partie émergée, le nom, et derrière, en dessous de ça, ça représente énormément de technologies et de principes différents. Un petit peut-être rappel rapide sur la blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Elle est entièrement sécurisée, elle fonctionne sans organe central, c'est même tout à fait le contraire, parce qu'elle est entièrement décentralisée, en fait. C'est ça l'intérêt de la blockchain. En fait, c'est comme une sorte de base de données, si je peux me permettre la comparaison, qui contient l'historique de tous les échanges qui ont été effectués entre les utilisateurs de la blockchain depuis sa création. Et comme je le disais, au-delà de l'aspect sécurisé, c'est surtout qu'elle est distribuée, c'est-à-dire que ces informations, elles sont partagées par les différents utilisateurs sans intermédiaire. Vous allez voir que c'est en ça que réside l'intérêt de la blockchain. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus là, depuis quelques années. 2500 brevets à date, 1,5 milliard investis par des startups, un marché qui va tendre vers les 20 milliards de dollars en 2024. Et alors, Benjamin, tu vas me dire, mais quel est le rapport entre blockchain et digital finalement? Est-ce que c'est vraiment une innovation digitale? Oui, parce qu'en fait, ça intervient dans tout un tas de domaines qui ont attrait au numérique. La vente en ligne d'objets, la souscription de contrats, vous allez voir dans les use cases que je vais vous prendre, vous allez vite comprendre que finalement, à partir du moment où on parle de plateforme numérique ou d'objets numériques, on peut parler de blockchain. Je vais vous présenter 3 cas d'usage assez concrets, vous allez voir. Le premier, c'est l'authentification et la façon de tracer des produits de luxe. Les entreprises, aujourd'hui, elles sont confrontées à un nouveau défi, comment assurer la confiance de l'information face aux fake news, de plus en plus d'usurpation d'identité et aussi énormément de contrefaçons. Pour assurer la confiance et la certitude qu'un produit est vrai et pas contrefait, on peut le faire tout simplement en inscrivant les informations du produit dans la blockchain. C'est pas plus compliqué que ça. La blockchain, finalement, c'est une marque de confiance, entre guillemets, si je peux me permettre cette expression. C'est la façon dont les entreprises certifient que l'information est réelle et véridique, et elle vous permet de le vérifier grâce à la blockchain. Là, l'exemple que je vous prends, c'est la façon d'aller vérifier que le produit de luxe que je viens d'acheter, un sac, est bien réel, il n'est pas contrefait. J'ai capacité de savoir quand est-ce qu'il a été créé, par qui il a été distribué, dans quel magasin il a été vendu, et comme ça, je m'assure de la véracité de ce sac-là. Vous avez d'autres cas d'usage concernant la certification de l'information diffusée par une entreprise. Les smart contracts en font partie. Là, de la même façon, c'est un moyen d'être certain que dans un processus de contractualisation, l'ensemble des étapes ont bien été respectées,
qu'il n'y a pas de fraude au niveau d'antidatage d'informations, il n'y a pas de documents plutôt en prospective, hein, plus que dans l'utilisation concrète de ce qu'on sait faire aujourd'hui dans la blockchain, c'est les non-fungible tokens. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de la blockchain pour attribuer, on va dire, la propriété d'un objet numérique. D'ailleurs, c'est pas forcément limité à des objets numériques, mais c'est là où on s'en sert le plus aujourd'hui. Donc, l'idée des NFT, c'est vraiment d'attribuer la propriété d'un objet numérique à une personne de façon fiable et sécurisée, encore une fois. Vous avez un exemple concret qui sont les cartes à collectionner de la NBA. Je ne sais pas si si vous connaissez le site NBA Top Shots. En fait, vous pouvez, vous, en tant que particulier, acheter un moment inoubliable de la NBA, le plus beau tir lors du match, d'un match X ou Y, et vous possédez, entre guillemets, hein, quelque part, ce moment rare, il est à vous, il est à votre nom. Même s'il est toujours diffusé, il peut toujours être retrouvé sur l'Internet, il est à vous. C'est ce qu'a fait également, je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement le monde de l'art, mais il y a pas mal de choses qui se font avec les NFT et la blockchain sur le sujet, notamment Beeple qui a vendu un de ses collages numériques, 69 millions d'euros en NFT. Là encore, c'est quelque part, on achète le collage numérique, c'est presque comme une sorte d'orthographe sur son œuvre. On est propriétaire de ce collage-là, même s'il peut être par la suite dupliqué, diffusé de façon numérique sur l'Internet. Alors, c'est une mode oui et non, parce que ça existe déjà dans la blockchain Bitcoin depuis 2010-2011, ça s'appelait les Bitcoins colorés à l'époque, mais c'est un renouveau en fait, c'est une façon de voir la propriété d'un objet pour une marque qui veut vendre des objets, qui veut vendre des œuvres numériques de façon un petit peu différente. C'est une nouvelle façon d'utiliser la blockchain et voilà, de créer de l'intérêt, susciter de l'intérêt autour d'un produit, d'encourager l'interaction autour d'un produit pour une marque. Il y a plein d'autres cas autour de la blockchain. En tout cas, c'est des moyens qui, en 2021, à mon sens, vont être de plus en plus présents et de plus en plus faciles parce que les plateformes pour faire ce type d'achat, ce type d'échange ont énormément évolué, se sont énormément simplifiées. Il va vraiment falloir que les marques se penchent de façon précise sur ces sujets de blockchain. D'ailleurs, si je peux ajouter une petite remarque, la blockchain, c'est tellement important, et notamment à travers les crypto-monnaies, que l'ancien patron du digital d'LVMH, Ian Rogers, qui avait été débauché de chez Apple il y a quelques années, est parti à quitter LVMH il y a quelques mois pour prendre la direction, en tout cas des fonctions exécutives importantes au sein d'une startup qui s'appelle Ledger, qui est une boîte qui vend du stockage physique de crypto-monnaies et de Bitcoin notamment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui touche énormément d'aspects. Tous les secteurs, tous les types de produits aujourd'hui, même avec les NFT. Merci. Alors, on enchaîne sur la quatrième innovation, le social commerce, Michael. Oui. En quelle mesure, en fait, est-ce que l'innovation, en fait, est aussi déportée du magasin et se passe entièrement en ligne sur les réseaux sociaux notamment? Oui, encore une fois, je reviens toujours au contexte qui nous a occupés et qui nous occupe encore, qui va nous occuper encore pendant quelques temps, je pense, qui est cette année de pandémie mondiale et cette année de résilience qui a forcé les marques à accélérer des réflexions ou à faire atterrir à l'état solide certaines technologies ou certains usages. Les réseaux sociaux qui sont là, qui ne datent pas de 2020, sont bien entendu un sujet qui cristallise pas mal d'attentes et pas mal d'enjeux du point de vue du business des marques. Quand on parle notamment de commerce en ligne, je rappelle là quelques chiffres, mais là on parle d'utilisateurs uniques mensuels. Les chiffres sont énormes. Je crois qu'on passe plus d'1h30 par jour sur les réseaux. On upload 1 milliard de vidéos par jour sur YouTube, de minutes par jour sur YouTube. C'est
c'est considérable. Et donc, l'enjeu aujourd'hui des plateformes sociales, c'est d'arriver, pour les marques, c'est d'arriver à, encore une fois, se servir des plateformes sociales, aller chercher des clients là où ils sont et là où finalement ils passent du temps, c'est-à-dire sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Instagram, sur WeChat. Donc, il y a un enjeu considérable à intégrer les clients tout au long en tout cas, à adresser les clients là où ils se trouvent tout au long de leur parcours. Et ça peut aller effectivement de consulter, de découvrir un produit sur un catalogue, à l'acheter via une application, en passant par le service après-vente qui va être géré aussi par une application de messagerie, comme on le verra par exemple avec WhatsApp. Ce qui se passe, et la nouveauté sans doute de ce qui s'est accéléré pendant la pandémie, à la faveur de la pandémie, et ce qui s'accélère là, c'est que jusqu'ici, les marques sur les plateformes et les réseaux sociaux, les marques donnaient l'impression, en tout cas les réseaux sociaux mettaient à disposition des marques des espaces sur lesquels tout avait l'air d'être un e-shop et au dernier moment, on vous renvoyait, il fallait vous renvoyer, c'était un espèce de catalogue avec un bouton et quand vous passez dans le tunnel de conversion, vous basculiez sur le site de la marque, sur le site e-commerce pour finaliser la vente. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que justement les plateformes sociales et les réseaux intègrent en interne dans leurs outils la totalité de l'outil de vente en ligne. C'est-à-dire que Facebook qui lance les shops en 2020 ou WhatsApp avec les paniers qui ont été lancés en 2021, vous n'êtes plus obligé vous n'allez plus avoir à quitter Facebook. Vous allez faire votre vente, vous êtes identifié chez Facebook, vous êtes connu, vous avez vos moyens de paiement sur votre compte Facebook et donc vous n'avez plus à sortir du tout des réseaux sociaux pour vendre des produits ou pour les acheter. Ce qui change aussi, c'est que des grandes solutions e-commerçantes comme Shopify qui ont participé à la démocratisation et au fait que même des petites marques ou des petites entreprises pouvaient faire des e-shops à moindre coût. Shopify, là, vient de lancer son portage de l'application Shopify sur Instagram. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà une boutique Shopify sur Instagram, vous pouvez avoir une intégration qui se fait de façon aisée. Et donc, vous allez pouvoir aller toucher encore une fois les clients là où ils se trouvent. Et puis, dans les mois qui viennent, on va voir les itérations successives de YouTube, de TikTok et de d'autres grosses plateformes, avec YouTube notamment, qui ambitionne de pouvoir lancer une technologie et un système de paiement basé sur la reconnaissance d'objets. Donc là, on va être sur des choses très, très intéressantes. Du contenu au commerce, c'est ça un peu les 5 C du social commerce. Le social commerce aujourd'hui, c'est à la fois produire du contenu par les clients ou par les influenceurs sur les plateformes, partager les contenus à travers des commentaires sur le produit, des évaluations et de la preuve sociale sur les réseaux. On se rend compte aussi que le convenience, le facteur pratique est très important aujourd'hui. Ce qui compte dans le social commerce, et c'est pour ça que ça explose, c'est que ce soit à portée de clic. Encore une fois, on me propose le produit ou le service là où je me trouve et je le prends tout de suite. Créer de la conversation derrière et puis surtout pouvoir acheter, que ce soit encore une fois sur le réseau ou sur le site, voire sur WhatsApp. Quand on parlait de social commerce avec Facebook Shop, j'achète sur Facebook ou sur Instagram et derrière le service après-vente est géré par WhatsApp qui appartient lui-même aussi à Facebook. Donc on est dans des environnements complètement maîtrisés où à la fois la relation client, la relation après-vente et la vente se font et la communication, tout ça se fait au sein d'un écosystème de marques et de plateformes absolument maîtrisé. Michael, il y a une question qui remonte, je la lis. Facebook Shop n'est possible qu'avec Spotify, point d'interrogation, ou est-ce possible avec des plateformes CMS telles que Magento 2? Non, justement, Facebook Shop, c'est une plateforme en soi. Aujourd'hui, Shopify développe des portages. Alors, je ne sais pas s'il y a un portage déjà sur Facebook, mais comme ils en ont fait un sur Instagram, effectivement, ça devrait être possible sur Facebook. Mais là, on parle Shopify, c'est vous avez déjà un site, on va vous aider à porter ce site avec votre outil sur le réseau social. Alors que Facebook Shop, c'est précisément, je n'ai pas de site e-commerce et tout est créé au sein de Facebook. C'est un outil Facebook Shop en lui-même qui permet de faire un catalogue, qui permet d'avoir un tunnel un tunnel d'achat complet. Indépendamment d'avoir un site e-commerce, même si énormément de marques en ont aujourd'hui. Ça permet à des gens qui sont de très petite taille
d'ouvrir une boutique comme ça sur un réseau sans avoir justement à développer à côté un véritable site pour finaliser la vente. Merci, Michael. On passe à la 5e innovation, showroom virtuel et réalité virtuelle. Jérôme, quels moyens pour se démarquer quand on est dans l'e-commerce, notamment avec les 5 sens? Est-ce qu'on peut les activer tous? Et puis, est-ce que ces expériences sont pérennes? Voilà. Alors, tu parles de sens, Benjamin. Effectivement, c'est hyper important. On en a 5 et pourtant, le toucher, le goût sont encore des sens qu'on a du mal à exploiter et à utiliser quand on parle d'e-commerce. Pour autant, les 2 sens les plus importants, ceux qu'on utilise en tout cas le plus souvent dans notre quotidien, 80% de notre journée, on le passe à utiliser l'ouïe et la vue, c'est les sens qui vont être au centre de l'expérience de réalité virtuelle. Moi, je suis ravi de parler de réalité virtuelle avec toi, parce qu'en fait, je trouve que c'est un sujet passionnant, il est fascinant dans les perspectives business qu'il peut apporter. La vue et le sens, c'est ce qui va nous permettre de très facilement faire passer de l'émotion à son client. C'est quelque chose qui nous permet d'appréhender très rapidement une situation. Sur un site, sur votre site internet, sur le site internet de nos clients, même si mes petits camarades de l'UX et de la créa sont hyper compétents, une fois qu'on a reproduit la typo, une fois qu'on a reproduit la colorimétrie de la marque, un petit peu de l'image de marque, ça s'arrête là. C'est rapidement limité. L'avantage avec la réalité virtuelle, c'est qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. On peut reproduire le magasin de la marque. On va être avec son casque de réalité virtuelle entièrement plongé dans le magasin. On va pouvoir marcher dans le magasin, aller vers un corner, toucher un produit, interagir avec lui, chose qu'on ne peut pas faire au travers d'un simple site web. C'est en ça que la réalité virtuelle, pour moi, apporte une autre façon de vivre vraiment une marque. Avant d'aller plus loin, ou en tout cas pour aller plus en détail dans la réalité virtuelle, je voudrais faire le distinguo entre 2 choses. La vraie réalité virtuelle, j'allais dire. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal de dire vrai et virtuel en même temps dans la même phrase, mais la réalité virtuelle où on est équipé d'un casque et on est vraiment plongé dans un univers à part entière, totalement différent on est coupé de l'extérieur et on est dans cet univers. Et puis, la réalité, je dirais, visible ou visitable avec un smartphone ou une tablette. Je viens faire une visite à 360 degrés dans un shop et dans ce cas-là, on parle plutôt de showroom et pas de visite en réalité virtuelle. C'est deux cas d'usage bien différents. L'un nécessite un petit peu plus de matériel, l'autre forcément un petit peu moins. Mais les 2 expériences sont tout à fait intéressantes et apportent quelque chose de plus à son client d'un point de vue. En fait, je trouve que c'est un mode de communication enrichi. On va pouvoir faire passer la découverte de son produit, mais avec une touche émotionnelle qu'on n'aurait pas sans cette réalité virtuelle. Je vais prendre un exemple très, très concret. On développe, nous, avec notre partenaire qui s'appelle Retail VR, des expériences de virtual commerce, donc de commerce dans le monde virtuel. Là, vous avez la reproduction d'une boutique Nespresso à part entière. Donc, vous retrouvez vraiment dans la boutique Nespresso, vous allez pouvoir aller choisir vos capsules et les ajouter à votre panier virtuel pour les acheter. Là, c'est un exemple de visite d'un showroom. Vous êtes dans un magasin et à 360 degrés, vous allez pouvoir comme ça vous balader de produit en produit, de rayonnage en rayonnage pour pouvoir découvrir vos produits sans avoir forcément à vous déplacer dans le magasin. Et si j'ai encore un peu de temps, Benjamin, peut-être que je peux juste… Oui, après j'ai une autre question, mais vas-y. Alors, vas-y, je t'en prie. En fait, c'est une question qui revient en fait, au précédent sujet, donc conclue là-dessus, c'est bien. Comme ça. En fait, je pense que réellement, cette année 2021, il y a des vrais sujets à creuser pour les marques, en tout cas, qui veulent justement être plus engageantes, plus créatives, créer un lien plus émotionnel avec leurs clients autour du virtual commerce. Et puis, une vraie alternative, c'est une vraie alternative en fait à la pandémie. Aujourd'hui, les lieux physiques sont fermés, on ne peut plus forcément aller dans les magasins. L'idée de pouvoir reproduire son magasin en réalité virtuelle ou de pouvoir offrir la possibilité de le visiter à 360 avec son smartphone ou sa tablette, c'est un vrai contre-pied aux mesures pour lutter contre cette année pandémie qu'on vit actuellement. Merci Jérôme. Michael revient sur le précédent sujet. Il y a une question qui nous a été remontée. Donc en social selling, pour le coup,
si nous imaginions un post sur une activité dans un point de vente spécifique, un point de vente physique par exemple, est-ce qu'on peut renvoyer sur ces points de vente et non pas uniquement sur la plateforme e-commerce d'une marque? Ah oui, on fait ce qu'on veut en social selling. Oui, oui. Après, c'est de la communication, c'est du drive to store, on appelait ça avant research online, purchase offline, ou l'inverse, c'est du showrooming. Je vais me renseigner sur un réseau social ou sur un site, et puis on me drive pour bénéficier d'une expérience, d'un service, ou tester un produit, ou être mis au contact physique d'un produit vers un point de vente physique. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Le but du social commerce, c'est précisément de bypasser quand même l'expérience. On parle vraiment de commerce en ligne. Donc, c'est quand même de bypasser la vente, hein, le besoin d'aller se déplacer et de tout faire pour aller chercher la vente, déclencher la vente le plus tôt possible et là où elle se trouve, c'est-à-dire là où les gens, fondamentalement, passent la majorité de leur temps, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux ou sur les applications de messagerie. C'est de profiter de ça et de faire de tout ça. Encore une fois, quand je disais faire de WhatsApp un canal de service après-vente, ça me rappelle l'époque où, au début de Twitter, où on s'est vite aperçu que les compagnies aériennes américaines utilisaient Twitter dès le départ comme un service après-vente. Mais c'est un petit peu ça. L'opportunité du social selling, c'est aussi d'ajuster des points de contact en fonction des plateformes ou des messageries pour venir intervenir sur certains temps forts ou certains points de valeur d'un environnement quand même qui est là pour vendre. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez dans le chat et on les fait remonter. Et on fait ça au fil de l'eau, mais on pourra aussi revenir sur des innovations qui ont été présentées au départ s'il nous en reste le temps. Michael, je reste avec toi. On va passer aux données biométriques. Donc, ça peut paraître un peu abscon, mais il y a quand même plein d'usages qui y sont liés et on l'utilise au quotidien sans nécessairement en avoir conscience. À Oui, toi, alors, Michael. on n'en a pas. Oui, alors merci. On n'en a pas conscience. Oui, effectivement, on l'utilise déjà beaucoup, et ça s'est vraiment drastiquement accéléré ces dernières années. C'est un anglicisme malvenu. Accéléré ces dernières années. La biométrie, ça consiste simplement en l'analyse de caractéristiques physiques qu'on va récolter et qui sont propres à une personne, c'est-à-dire l'iris d'un œil, l'empreinte digitale d'une main. Ça veut dire la voix, par exemple, ou les traits d'un visage. Concrètement, comment ça fonctionne? C'est un système ça nous sert fondamentalement à nous authentifier aujourd'hui. Et le paiement biométrique, par exemple, fonctionne sur un principe simple. C'est je capture des données biométriques à l'aide d'un capteur, alors que ce soit une empreinte digitale ou la forme d'un visage. Vous voulez débloquer votre téléphone avec un iPhone récent, vous avez forcément un Face ID. Vous n'avez plus à faire de code. Donc, on récupère vos données biométriques, on les convertit et on les compare surtout à des données de référence que vous avez préalablement données. Et tout ça, ça déclenche l'autorisation ou le refus d'une vente. C'est ça la biométrie, c'est assez simple. Les avantages du paiement biométrique, ils sont nombreux. Le premier avantage, c'est quand même qu'on a inventé tout ça. On est quand même dans l'ère du confort et du moindre effort, et on a inventé tout ça pour toujours faciliter une expérience rapide et fluide et une adoption des nouvelles technologies avec le moins de friction possible. Donc pratique et rapide parce qu'on n'a plus à mémoriser un code PIN pour sa carte bleue. La biométrie, c'est quand même une technologie qui est difficile à truquer ou difficile à voler. C'est une technologie non transférable en ce que vous ne pouvez pas partager ou transférer une biométrie physique de façon digitale. Il faut faire fondamentalement une action à un moment donné dans le monde physique pour transférer une donnée biométrique. Et puis, c'est quand même des technologies d'authentification pour le paiement qui sont sécurisées et qui garantissent un degré de sécurité important, même si il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même des failles de données aujourd'hui il peut y avoir l'exploitation de failles de sécurité sur des bases de données et que les coûts sont quand même élevés pour la recherche sur les technologies biométriques. Je vous ai donné, je me donne deux petits exemples, deux petits cas d'usage sur la biométrie. Le premier, c'est Amazon Go. Amazon Go, c'est des boutiques, il y en a deux notamment à Seattle où se trouve le siège d'Amazon. Et c'est une boutique Amazon One, et Amazon Go, c'est un nouveau système de paiement, un nouveau système
d'authentification où le client insère sa carte bleue dans le TPE et présente sa main sur le nouveau TPE, enfin sur le nouveau terminal Amazon One, et en fait le lecteur va reconnaître la forme de la paume, l'empreinte palmaire, l'empreinte digitale et la reconnaissance même du système veineux, qui là vraiment est quelque chose d'extrêmement. On cumule un certain nombre de critères et de données biométriques qui font que c'est quasiment infalsifiable. Et voilà, ça c'est un exemple assez récent. Quelque chose qui est en train d'arriver aussi et qu'on va tous voir dans les mois qui viennent, c'est les cartes bleues biométriques, c'est-à-dire une carte bleue sur laquelle vous avez il y a une petite zone sur laquelle on va vous demander de mettre votre empreinte. Encore une fois, pour substituer votre empreinte digitale sur la carte bleue au fait de taper un code. Aujourd'hui, par exemple, les banques ont augmenté les seuils de paiement sans contact à 50 €. Demain, avec les cartes biométriques, les cartes bleues biométriques, on pourra, même sans contact, payer des sommes beaucoup plus importantes. Et il y a beaucoup d'avantages, c'est qu'il n'y a pas d'achat de matériel, enfin, il n'y a pas de changement de matériel pour le côté TPE. La carte se recharge automatiquement via le capteur, via le terminal. Et donc c'est plutôt quelque chose qui illustre bien l'évolution des technologies d'identification et d'authentification biométrique. Voilà. Il y a des sujets, il y a des pays en tout cas qui sont bien plus avancés que les pays européens sur le sujet. Hein, si on prend, alors, je mets de côté les mauvais côtés de la reconnaissance faciale, mais en Chine, ça fait déjà un bon moment que on peut rentrer dans un magasin, que tu prends des produits, donc tu rentres dans le magasin, tu ne sors rien de tes poches, ni ta carte bleue, ni tes mains quelque part. Tu es reconnu à l'entrée de ton magasin par la reconnaissance faciale, tu prends n'importe quel produit dans le magasin, tu ressors et tu payes avec ton visage directement. En Chine, en Corée du Sud, ce sont déjà des usages qui sont rentrés dans le quotidien des habitants. Merci Jérôme. Donc de nouveau, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, le chat est là pour ça. Jérôme, je reste avec toi. On va parler de vocal et conversationnel. Il y a eu de fortes ruptures technologiques, il y a eu un certain nombre d'usages qui étaient de l'ordre du gadget au départ et qui après s'est industrialisé. On fait de plus en plus de choses et d'après toi, ça risque d'exploser au fait, voilà, à partir de 2021 ou en tout cas dans les années à venir. Peux-tu nous en dire plus? Moi, là, tu m'embarques sur un sujet que j'adore, Benjamin. Je pourrais en parler pendant des heures. Moi, je suis personnellement persuadé que l'une des interfaces primordiales homme-machine de demain, ce sera le vocal, ce sera le conversationnel. Et la crise sanitaire, je pense, est en train de me donner raison. Hein. Exit le tactile, tu touches plus rien, tu auras plus que ta voix et le gestuel. On aurait pu inclure d'ailleurs le gestuel aussi dans cette présentation, mais on ne l'a pas fait. Mais le vocal, en tout cas, demain, tu ne toucheras plus rien et le vocal remplacera ta façon d'interagir avec une borne ou n'importe quel autre appareil. D'ailleurs, depuis longtemps, hein, les grands acteurs technologiques, les GAFAM, hein, ont bien compris et se positionnent sur ces sujets du vocal. Si je fais un petit retour en arrière, 2014, première Alexa, 2015, Google qui sort son assistant. Depuis, on a ceux qui vont au CES voient chaque année de plus en plus d'intégration de la voix dans tous les objets. Il n'y a plus un IoT qui ne se dise pas interagir avec Alexa, avec Google Assistant. Depuis maintenant 2 ans, les constructeurs automobiles ont inclus la voix dans leur cockpit, dans leur habitacle. Vous allez pouvoir changer la température, mettre la clim à la voix directement dans la voiture. Aujourd'hui, là, dans l'année qui vient de s'écouler, dans l'année 2021, on est sur des nouveaux paradigmes de recherche. Le voice search, on en entend parler, et c'est des choses qui vont vraiment se mettre en place de façon pérenne dans les paysages des entreprises. Aujourd'hui, on est capable d'interroger son data lake à la voix. Simplement, sans avoir besoin de manipuler ou d'être formé sur les 3-4 outils BI présents dans l'entreprise, on va demander les KPI en langage naturel et l'intelligence artificielle va aller interroger le data lake, réussir à récolter la data, l'agréger, nous la présenter sous une forme souhaitée, juste à la voix. Quand on regarde cette année, certainement, toutes les entreprises qui vont vouloir optimiser leur service client, qui vont, d'un point de vue coût du service client, et même fidéliser les clients qui appellent, plutôt que de les faire patienter plusieurs minutes sur le call center avant de leur donner une réponse, avant qu'on ait un humain qui nous réponde.
ben, ces entreprises-là, elles vont mettre en place du vocal sur leur serveur vocal interactif. Sur leur call center, il y aura une étape de conversation avec une intelligence artificielle qui va vous guider, qui va essayer de comprendre ce dont vous avez besoin, qui va vous donner probablement la réponse assez souvent parce que les questions les plus simples sont celles auxquelles l'assistant pourra répondre et c'est les plus nombreuses à être posées à un service client. Donc, il y a énormément de choses qui vont se mettre en place sur cette année 2021 et sur lesquelles les entreprises vont devoir aller sur le vocal. Et puis, je dirais qu'il y a quand même encore certains défis qui restent à relever dans le conversationnel, notamment la partie interopérabilité. Ça, c'est quelque chose qui est encore compliqué. Le côté multimodal des assistants virtuels. Demain, Amazon d'ailleurs travaille sur le sujet là, avec son Voice Interoperability Initiative. L'idée, c'est d'avoir un seul assistant vocal qui pourra vivre simultanément dans votre poche, sur votre mobile, sur vos montres intelligentes, à la maison, sur le téléviseur ou sur la domotique, au travers d'un seul et même assistant qui vous suivra au quotidien. Là, on sera vraiment dans l'interopérabilité des assistants et de l'intelligence artificielle autour du vocal. On n'y est pas encore, c'est des sujets qui vont arriver dans les 2-3 ans, avec également la partie émotionnelle. Nous, on travaille avec des startups chez Micropole qui explore pas mal le côté émotion dans le vocal, savoir si un assistant va être capable demain de faire preuve d'empathie parce qu'il comprend l'émotion de l'utilisateur et pouvoir se caler dans la conversation qu'il a avec son utilisateur en fonction de la façon dont l'utilisateur répond. Pour moi, très honnêtement, l'intelligence artificielle conversationnelle, elle ne remplacera pas un humain demain. Elle prendra pas la place d'un conseiller. L'humain, lui, il a ce côté empathie, il a ce côté capacité à donner une expertise très précise par rapport à une situation donnée que n'a pas encore, je dis bien encore, l'intelligence artificielle. Mais par contre, un agent conversationnel, mais il va avoir tout un tas d'autres avantages. Il va être, comme on appelle le TWAD, c'est-à-dire anytime, anywhere, any device. Il est joignable n'importe quand, n'importe quelle heure de la journée, contrairement à votre conseiller téléphonique. La plupart du temps, il va être capable de réduire finalement le nombre de questions en prenant lui-même la charge de la conversation, et donc en guidant plus rapidement l'utilisateur vers la bonne réponse. Et c'est un moyen, comme je le disais, d'optimiser un service client, de gagner en réactivité et du coup de fidéliser un utilisateur. Je voudrais juste peut-être prendre un REX précis, un retour d'expérience précis pour un de nos clients, pour qui on travaille dans le domaine de l'assurance maladie. Ils ont fait un grand centre d'appel et l'idée pour eux, c'était de réussir à redonner plus de pertinence et moins de contraintes à leur chargé de clientèle. L'idée a été de mettre en place, au travers de Lucie, donc notre équipe dédiée au sujet conversationnel AWS, une plateforme qui était en amont de ce service client et qui était capable de retranscrire l'intégralité de l'appel, de résumer la discussion, d'analyser les sentiments dans la conversation et en temps réel, dire à l'utilisateur, attention, dans la façon de présenter les sujets, d'aller chercher automatiquement dans le système d'information les données pertinentes pour l'utilisateur. Et derrière, le résultat, ça a été déjà des temps d'attente diminués de 50% quasiment pour l'ensemble des utilisateurs, et surtout des collaborateurs de ce service client qui se sentaient beaucoup plus proches de leurs clients, beaucoup plus proches de la conversation, parce qu'ils étaient déchargés par cette intelligence artificielle de tous les côtés. Je vais chercher dans une solution les informations, je dois faire attention à ma prise de notes, etc., etc. Ça, ce sont des sujets qui, grâce au conversationnel, vont prendre de plus en plus de place, je pense, dans les entreprises demain. Merci Jérôme. Michael, je reviens vers toi avant d'aborder le sujet suivant, une question qui porte sur le précédent sujet que tu as traité, à savoir les données biométriques. La question porte sur le retard qu'a accumulé la France et d'autres pays par rapport à la Chine. Est-ce qu'on sait l'expliquer? Je pense que l'explication, je pense qu'elle est assez simple à donner, au-delà des politiques de recherche et d'investissement, parce que on a quand même des gens compétents et des entreprises compétentes en France dans les nouvelles technologies. Je pense que la biométrie, c'est un sujet qui reste sensible
Et quand ça se voit pas et quand on utilise juste pour déverrouiller son téléphone, ça va. Quand on rentre dans des dispositifs comme ceux dont parlait Jérôme en Corée du Sud ou en Chine, où là on a une utilisation sociale à travers même des caméras, un réseau de caméras de surveillance et un tracking massif de la population, ça pose des problèmes. Et nous, ça nous pose en tout cas, et c'est sans doute très bien que ce soit ainsi, ça nous pose des questions de liberté fondamentale, d'utilisation de nos données personnelles. On a la RGPD aussi et en France, par exemple, on a la CNIL qui veille avec beaucoup d'efforts à la protection de nos données personnelles. Donc, c'est presque culturel. Ça ne choque personne, sans doute, en Corée du Sud ou en Chine, de se faire identifier à n'importe quel coin de rue qu'on utilise ces données biométriques et qu'on sache mettre un nom sur les visages de tout le monde partout et tout le temps. En France, je pense que, par exemple, en France, c'est quelque chose qui est pour le moment relativement tabou, et ça explique sans doute aussi la précaution ou le retard, si on peut parler de retard, en tout cas le décalage sur les usages qu'on peut voir ailleurs et qu'on constate en France. Mais encore une fois, tout ça, c'est une question d'arbitrage, à mon avis, entre la protection de nos données et de nos libertés et la conscience en nos libertés fondamentales et puis le confort d'usage et ce que ça apporte au quotidien. C'est comme ça que ça progresse plutôt chez nous. Ouais, vas-y, Benjamin. Non, il y a un phénomène d'apprentissage des algorithmes, en fait, tout simplement aussi. Il faut avoir une masse de données, une masse de… Oui, et puis en plus, on a vu ces derniers temps qu'il y avait des biais d'apprentissage, parfois très marqués, parce que l'algorithmie, elle est faite, l'algorithme il est codé par un humain qui lui-même a ses propres biais. Mais moi, je reste persuadé que la technologie n'est pas mauvaise en soi. Enfin, de règle générale, il n'y a pas de mauvaise technologie, il y a que des mauvais hommes, des mauvais humains qui utilisent mal cette technologie. Et la reconnaissance faciale, certes, on peut mal l'utiliser, mais elle peut apporter tout un tas d'autres bienfaits, je pense, au quotidien, dans nos sociétés, dans la Smart City notamment, sans qu'on ait ce biais technologique-là qui soit mis en avant pour des questions de… on est plus en retard que la Chine, ou on est plus en retard, par exemple, qu'Israël, mais on n'est pas prêt non plus dans notre façon de vivre ensemble à accepter certaines choses de manière sans que ce soit un débat, comme on peut le voir en Chine, qui est quand même une dictature, ou en Israël, qui est un État beaucoup plus militarisé, ou en tout cas le rapport à l'autorité et à la manière dont on traite la vie privée, la donnée personnelle n'est pas culturellement du tout le même que chez nous. Je pense que ça, c'est une notion vraiment, la dimension culturelle quand on traite la donnée personnelle comme ça, elle est fondamentale et elle explique ce retard. C'est pas du tout les compétences ni la qualité de ce qu'on sait faire. Après, je pense on a un tas de… Il va falloir qu'on enchaîne, sinon on va pas réussir à traiter les 3 derniers points en temps utile. Je vais donner à nos auditeurs abonder dans ce sens-là. Juste l'année dernière, j'avais vu au CES une start-up qui s'appelait OneVisage, qui était une start-up suisse, je crois, et qui avait quelque part un petit peu évité de tomber dans ce biais de la donnée privée au travers de la reconnaissance faciale. En fait, vous encodez votre visage uniquement sur votre téléphone, l'image du téléphone reste sur votre image de visage reste sur votre téléphone uniquement, et ensuite génère derrière un QR code qui, lui, est inscrit dans le cloud. Donc, en fait, tu peux utiliser finalement de la reconnaissance faciale au travers d'une technologie qui te permet de pas forcément envoyer tes données biométriques dans le cloud ou les partager sur le réseau. Tu vois, elles peuvent être simplement stockées sur ton téléphone et tu, dans ce cas-là, évites les biais de la peur, la crainte de la fuite de tes données personnelles. Merci. Alors, on va enchaîner, on va pour le coup être plus concis sur les 3 dernières innovations. Michael, sur la réalité augmentée et le try on tech, donc le dressing virtuel. Je te laisse enchaîner. Je vais essayer d'aller vite. Globalement, je reviens toujours, c'est un peu, tu vas dire, Benjamin, c'est ma marotte, mais le e-commerce et l'explosion du e-commerce dans le contexte qu'on connaît, ça nous occupe beaucoup. Un des problèmes du e-commerce, ça a toujours été, et de la vente à distance, avant même que le e-commerce existe, et quand on achetait des choses à distance sur des catalogues papier, ça a toujours été l'essayage. Et le fait qu'on n'achète pas, c'est un vrai frein à l'achat.
Voilà. Pendant la pandémie, Shopify a déclaré que les produits sur l'ensemble de ces plateformes, hein, les produits qui bénéficiaient de technologies innovantes d'essayage, voyaient leur taux de conversion augmenter fondamentalement. Et c'est pas un hasard. Donc, je vous ai donné quelques exemples rapides. Gucci, alors, une application super. Je vous recommande de l'essayer parce que c'est assez bluffant pour essayer les baskets, pour essayer les sneakers Gucci sans avoir à les acheter. On se connecte sur l'application et on regarde ses pieds et on applique. L'application vient appliquer une texture. Le design de la chaussure, c'est très bien fait pour la lumière, la matière. Vous pouvez tourner votre pied dans tous les sens, ça fonctionne très très bien. Et c'est un vrai succès, c'est un vrai succès commercial. Ça les aide vraiment à vendre encore plus de baskets. Une autre application des technologies d'essayage, c'est aujourd'hui rendu possible via un navigateur sur certains marchés par Google. Vous avez ça Google Now. Vous allez rechercher pour certaines marques ou certains produits au sein de certaines marques, chercher un produit que vous pouvez aller configurer votre besoin avec un diagnostic, un petit outil comme ça de configuration. Et dans la foulée, vous pouvez essayer en temps réel via la caméra de votre smartphone le produit. Donc là, la jeune fille est en train d'appliquer différentes teintes de rouge à lèvres sur ses lèvres en temps réel via son téléphone, avec bien entendu la possibilité de l'acheter dans la foulée. Donc voilà, essayage. Essayage aussi, on a tous remis un jour ou l'autre notre mariage ou notre relation durable en cause chez Ikea, qui est le seul endroit où tout le monde invariablement se dispute. Alors Ikea qui est très en avance sur ces sujets-là de réalité augmentée, a une application qui s'appelle Places et qui est à l'échelle, qui est quelque chose qui fonctionne vraiment pas mal et qui permet d'essayer chez soi un certain nombre d'objets comme ça, en tenant compte vraiment des dimensions de votre appartement, des dimensions à l'échelle des objets. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et enfin, dernier petit sujet. Alors, c'est une startup française qui s'appelle Fission, c'est une startup zurichoise, pardon, qui s'appelle Fission, qui a été rachetée par Zalando, qui est un énorme groupe de plateformes de e-commerce pour la mode et les chaussures. Et en fait, ils ont développé une application qui permet de scanner finalement de manière extrêmement précise, de scanner son corps pour lever le dernier frein vraiment, qui est de ne jamais connaître la taille qu'on fait fondamentalement dans telle ou telle marque sur un e-shop pour pouvoir acheter à la fin. Donc, une fois que vous avez que vous avez scanné comme ça, que vous avez suivi la procédure, vous uploadez ça, les données sont uploadées sur votre compte et vous pouvez utiliser un avatar pour essayer des choses virtuellement, ou vous pouvez avoir précisément votre taille dans telle catégorie de produits, ce qui vous permet d'acheter quand même beaucoup plus sereinement. Donc, les avantages de tout ça, c'est que on croit que ce qu'on voit, et quand on peut essayer virtuellement quelque chose, généralement, on a beaucoup plus de chances de l'acheter. On augmente les taux de conversion pour les marques, on fidélise en offrant du service, on encourage le partage parce que ce genre d'initiative, généralement, on le partage sur les réseaux ou à ses réseaux. On développe le cross-selling intelligent et surtout, on réduit le nombre de retours pour les marques, ce qui est en termes de service client quelque chose de très important. Voilà. J'essaie de faire court. Et très honnêtement, il y a encore 2 ans, c'est des technologies qui étaient pas très fiables parce que compliquées à mettre en œuvre. Aujourd'hui, avec les progrès techniques de l'AirWeb, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable hyper simplement et avec un gain indéniable sur la façon dont on découvre le produit. Et le dernier cas sur les tailles tout simplement de son corps, c'est des expériences que j'avais déjà vues il y a plusieurs années, mais qui n'avaient pas manifestement pris. Ma question là-dessus, sur ce point-là, c'est les vendeurs de fripes notamment, ensuite viennent se plugger sur cette techno et interfacent quelque part la taille de leurs vêtements avec ces morphologies standards. Parce qu'on sait qu'un t-shirt Lacoste n'a pas nécessairement la même taille qu'un t-shirt qu'un autre t-shirt dans une autre marque. Exactement, c'est la différence entre la taille et le fit. C'est ce qu'on appelle la gradation, quoi. C'est-à-dire dans telle marque, une taille 38 ou une taille M correspond à tel tour de taille, tel tour de cou, etc. Ok, merci beaucoup.
Jérôme, je te propose d'enchaîner sur l'automatisation. Donc, on est plus sur une thématique de back-office, mais là aussi, il y a plein d'innovations qui est peut-être beaucoup moins visible, enfin certainement moins visible, mais qui est tout aussi puissante. Ouais, définitivement, je me colle qu'au sujet très bac, mais C'est très bien. on va le voir là aussi. Hein, c'est une présentation parce qu'en fait, les processus concernés par l'automatisation de processus, ils sont en lien avec le client final. Donc finalement, ils sont très front. Ah, pardon. Hop, hop là. Alors, je vais faire juste un petit rappel de ce qu'est le RPA, le Robot Process Automation, c'est-à-dire la capacité qu'un robot, qu'un software a enchaîné une succession de tâches prédéfinies, assez simples ou parfois même complexes, de façon automatique et autonome. Si vous donnez à votre équipe des tâches répétitives, des tâches ennuyeuses qui n'ont pas de valeur ajoutée, c'est le meilleur moyen pour être certain que votre projet va aller dans le mur et se passera mal. A contrario, si vous concentrez votre équipe sur des tâches qui leur tiennent à cœur, qui sont au cœur de leur expertise, qui nécessitent de la compréhension avancée, vous êtes certain qu'ils fourniront du bon travail. C'est la raison pour laquelle c'est hyper intéressant de pouvoir mettre en place dans votre entreprise des processus, des automatisations de processus gérés par un robot. Au-delà de la qualité qui va s'en voir forcément augmenter, puisque généralement le nombre d'erreurs fait par un robot à partir du moment où il est bien implémenté va diminuer. La rapidité d'exécution d'un robot est 100 fois supérieure à celle d'un humain. L'efficacité du coup de la mise en œuvre du process sera améliorée et par là même le coût pour l'entreprise sera diminué et même le gain de temps de toute façon arrivera à un coût intéressant. Là, je vous ai représenté dans ce slide-là tous les métiers qui peuvent être automatisés. Et on voit bien que finalement, dans une entreprise, toutes les équipes peuvent être soulagées par la mise en place d'automatisation de processus, que ce soit la vente, le marketing, le service informatique, les ressources humaines, le service client. C'est tout autant d'équipes qui vont pouvoir mettre en place de l'automatisation de processus dans un but de recherche d'efficacité, de productivité et de fiabilisation de ces processus. Je vous ai mis très rapidement quelques retours d'expérience que nous, on a, c'est-à-dire ce que nos clients disent une fois le projet de RPA mis en place. C'est des temps de traitement parfois diminués de 75%, des taux d'erreur proches de zéro, des coûts réduits de 60%, et il y a des projets sur lesquels le ROI, c'est-à-dire le coût du projet, est rentabilisé en moins de 5 mois. Et pour finir, et se laisser un petit peu de temps encore, s'il y a quelques questions, voilà une façon assez simple de se dire si mon process d'entreprise est automatisable ou pas, à partir du moment où le process est sensible, s'il est très répétitif, s'il a forte valeur ajoutée, s'il a des volumes de données importants, on peut soupçonner le fait que ce process-là soit automatisable par du RPA. C'est des sujets de RPA qu'il faut pouvoir détecter dans votre entreprise et mettre en place. Merci Jérôme. J'enchaîne sans transition avec Mickaël sur l'ultra-personnalisation. Oui. Oui. Alors, l'ultra-personnalisation, je commence sur quelque chose de très, très factuel. 84%, ça c'est une étude de McKinsey, 84% des clients seraient prêts à ne plus acheter auprès d'une enseigne qui ne tiendrait pas compte de leurs préférences, de leurs achats passés ou de leur goût. Et à contrario, 50% de clients préféreraient volontiers une marque qui présenterait des offres, des messages et des produits adaptés à leurs préférences. Une fois qu'on a dit ça, ça nous amène à ça. Aujourd'hui, quand on parle de personnalisation, c'est devenu quelque chose d'essentiel, notamment, encore une fois, en mode pandémie. On s'est rendu compte que ce qu'on appelle le direct to consumer était extrêmement important, c'est-à-dire s'adresser directement et vendre directement ces produits. La notion de souveraineté des marques dans des réseaux qui étaient traditionnellement très intermédiaires s'est reposée. Et ce qu'on apprend du direct to consumer, c'est que la personnalisation se retrouve en haut d'une espèce de nouvelle pyramide des 4P. Hein. Tous les marketeurs qui nous écoutent se reconnaîtront, auront appris un jour que McCarthy avait dit Product, Price, Place, Promotion. Aujourd'hui, la nouvelle pyramide, les nouveaux 4P du marketing, c'est Purpose, c'est-à-dire le why de la marque, son positionnement, les partenariats qu'elle est capable de mettre en place, et tout en haut de la pyramide et donc de la chaîne de valeur, les produits personnalisés et les expériences personnalisées. Si on devait se donner les 10 commandements de la personnalisation,
et et je ferai un focus sur deux en particulier. C'est de dire la personnalisation, c'est une démarche globale de marque, marketing, communication, produit, consiste à comprendre le client, à nouer une relation avec lui, à l'étudier sur toutes les coutures, à structurer la donnée autour de lui, à personnaliser du coup des produits, des contenus, des messages, en plaçant le client au cœur de tout ça, en cultivant la confiance, en essayant de prédire l'avenir, que ce soit ses besoins ou ses attentes par les algorithmes et la donnée qu'on a récoltée, casser les silos en interne et s'inscrire sur le long terme. Comprendre le client afin de définir, d'anticiper ses attentes, afin de prévoir ses besoins, c'est une démarche de connaissance et d'analyse quali-quanti. Encore une fois, pour faire une analogie et pour revenir sur le e-commerce, c'est aujourd'hui sur un site, on a des moyens d'analyser le quantitatif, c'est-à-dire à la fois les taux de conversion, les taux de rebond, les nombres de pages visitées, les temps passés, etc. C'est les plans de tagage et de tracking classiques, mais on a aussi des outils qui nous permettent de traquer des comportements fins, de traquer le niveau de scroll, de traquer sur quel bouton, à quelle hauteur de pixels du viewport je me trouve quand je fais telle action, ou vraiment avoir des espèces de heat map comme ça. Et tout ça, c'est du qualitatif. Tout ça réuni, ça nous donne une vision beaucoup plus fine des clients. Et c'est beaucoup plus fort que simplement les data, enfin les données sociodémographiques qui ne suffisent plus du tout en 2021 pour comprendre un client. Et donc, comprendre un client, acquérir une meilleure connaissance d'un client aujourd'hui dans une démarche de omnicanal et de commerce unifié, c'est individualiser la relation et assurer une vraie continuité dans le parcours en tenant compte, encore une fois, de mes préférences, de mes besoins, de mes préoccupations, voire de mes intentions, quand bien même je ne les ai pas encore déclarées. De ce point de vue de la connaissance et d'utilisation de la donnée client, qui est un sujet qui est gigantesque et sur lequel on aurait tellement à dire, il faut faire vite. Je retiens deux challenges pour les mois et les années à venir. Le RGPD, toujours. Et puis, notamment sur les interfaces et les sites e-commerce, l'abolition du cookie tiers. Donc, la conclusion dans la connaissance du client et dans la manière d'utiliser la connaissance client et l'intelligence client pour personnaliser l'expérience ou le produit, c'est de trouver un bon équilibre entre la collecte de la donnée et l'expérience qu'on lui propose. Et enfin, je voulais terminer sur du produit avec un truc un petit peu cool qui parlera à Jérôme. C'était le CES de cette année et c'est de la personnalisation là produit. C'est Saint-Laurent Beauté qui propose une espèce de produit, enfin de rouge à lèvres, de machine qui vous fait votre couleur de rouge à lèvres basée sur une couleur que vous prenez en photo avec votre smartphone pour avoir vraiment exactement la couleur de rouge à lèvres comme ça. Donc, on réconcilie presque l'impression 3D et la réalité augmentée pour à la fin avoir un rouge à lèvres et un produit physiquement unique, vraiment unique, parce que nous le valons bien. Voilà. Et tu dis pas ça parce que je l'ai essayé. Je ne dis pas ça parce que Jérôme l'a essayé. Voilà. Merci Jérôme. Michael, on lance juste le quiz que je vous ai annoncé en début de session. Donc Lucie, je ne sais pas si tu peux l'afficher. Donc est-ce que vous voulez bien noter les innovations qui vous sont les plus proches de vos préoccupations? Voilà, hop, ça s'affiche. On va laisser le truc, le petit quiz en ligne pendant 10 secondes. On va essayer d'afficher les résultats juste après. Ils sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été présentés. Et on peut voter pour plusieurs. Ah oui, on peut voter pour plusieurs, évidemment. Évidemment. Voilà, et Lucie, je te laisse enchaîner avec la seconde question, c'est sur ces questions-là, donc ceux que vous auriez coché, est-ce que vous souhaiteriez éventuellement être contacté par Micropole ou Wide, donc on les lance par nos intervenants, qui ont été brillants, je trouve. Merci, on avait un super maître de cérémonie, ça aide. C'est gentil. Ça s'affiche là. Non, c'est pas la bonne question. Ah voilà, être contacté, voilà, c'est la même question. Voilà, alors j'en profite pour prendre d'autres questions si vous en avez dans le chat. Et
S'il n'y en a pas, on avait une question en l'occurrence sur RGPD, hein, mais elle a été évoquée par Michael. Je ne sais pas si tu veux. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur la question RGPD versus personnalisation, ou plutôt personnalisation versus RGPD? Michael, enfin, je pense on pourrait tenir une heure entière rien que sur ce sujet. En fait. Oui, oui, et puis, il y aurait des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour parler de ça, notamment pour parler de la donnée et de l'utilisation de la donnée. Non, le point, c'est de dire que la RGPD s'inscrit dans une logique de, de traitement de la donnée le plus transparent aussi possible. C'est pour ça que j'associe à la RGPD le bannissement des cookies tiers qui a été annoncé par Google. L'idée de tout ça, c'est de dire que il faut être les marques vont être confrontées à la fois à ces enjeux de faire en sorte de faire des expériences sur mesure et donc d'utiliser de manière la plus efficiente possible la donnée collectée volontairement par les clients, mais à la fois d'être le plus transparent sur l'utilisation de cette donnée-là, sur le fait qu'ils peuvent plus collecter certaines données. Et donc voilà, je pense que la RGPD va plutôt dans le bon sens d'un point de vue, encore une fois, des libertés individuelles et des données personnelles. Là, on a le résultat des personnes qui ont bien voulu répondre au quiz, et c'est le vocal conversationnel qui arrive en tête. Et justement, le vocal qui arrive en tête, et pour rebondir sur la RGPD, pour ceux qui veulent mettre en place cette année des plateformes conversationnelles, la RGPD est un élément essentiel à prendre en compte dans votre projet dès le départ, dès la phase de cadrage de projet conversationnel. Parce que on échange de la donnée et qui peut être parfois personnelle avec l'intelligence artificielle. Comment est stocker cette donnée? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle utilise ou n'utilise pas et stocke ou ne stocke pas? Donc, la RGPD a sa place dans le conversationnel également, comme dans un tas d'autres projets, mais c'est vraiment, prenez-le en compte dès le départ de vos projets, c'est important. Jérôme Malzac de Micropole et Michael Tsakiris de Wide Agency, merci beaucoup et merci bonne semaine. À tous. Merci bien. Au revoir tout le monde. Au revoir.